Bienvenue sur Infonomie, voici un Xiaomi 17 et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer par le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, vous devriez voir le même écran que moi qui affiche simplement Xiaomi HyperOS avec une seule flèche. Nous allons donc cliquer dessus et à partir d'ici, nous allons maintenant choisir la langue souhaitée. Pour moi, le polonais a déjà été sélectionné, mais ce n'est pas la langue que je vais utiliser. Je vais donc commencer à faire défiler vers le bas jusqu'à l'anglais. Et nous avons plusieurs options. Anglais, Australie, Inde, Royaume-Uni, États-Unis. Et voilà, c'est à peu près tout. Parmi toutes celles-ci, je vais choisir États-Unis. Ça aurait été sympa. En fait, c'est bien que l'on puisse sélectionner la région sur l'autre page. Ici, je vais en fait sélectionner la Pologne. C'est de là que je viens, mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle je la choisis. La raison, c'est parce qu'elle fait partie de l'Union européenne. Et mon idée ici, même si je ne sais pas si elle a vraiment du sens, mais je vais la partager avec vous, au cas où, pour ce petit espoir que si ça fonctionne bien, nous puissions aussi en profiter. Donc l'idée, c'est que l'Union européenne est plutôt favorable aux consommateurs. Et quand ils adoptent des lois et obligent les entreprises à s'y conformer, eux, ils le font vraiment pour le bien des gens, contrairement à nous, qui le faisons pour le bien des entreprises, pour qu'elles puissent gagner plus d'argent sur votre dos. Donc dans cette logique, je choisirais des pays de l'Union européenne comme la Pologne, parce que si l'Union européenne adopte une loi qui obligerait, par exemple, Google à ne pas verrouiller son système d'exploitation afin que nous puissions toujours installer nos applications de démonstration après septembre, Google pourrait ne se conformer à cette loi qu'au sein de l'Union européenne et verrouiller le système partout ailleurs. Et c'est quelque chose qui va arriver, donc il vaut mieux que vous le sachiez. Donc je vais choisir cette option juste au cas où cela les empêcherait de pouvoir verrouiller les appareils qui se trouvent dans l'UE, par exemple en Pologne. Mais si cela fonctionne réellement, il y a peu de chances. Et deuxièmement, évidemment, l'Union européenne n'a adopté aucune loi concernant le verrouillage d'Android. Donc c'est juste une situation hypothétique. Et pour continuer, nous avons les conditions générales, donc l'accord utilisateur, la politique de confidentialité. Vous pouvez appuyer sur l'un ou l'autre pour lire exactement à quoi vous consentez. Mais au final, si vous êtes comme tout le monde, vous ne lirez jamais un seul mot de tout cela. Et vous allez simplement accepter. J'ai lu et j'accepte ceci. Et vous passez à la page suivante, même si vous avez seulement lu cette phrase ici maintenant. Ensuite, vous avez cette fenêtre contextuelle pour configurer à l'aide d'un autre appareil. Donc, si vous en avez un autre, vous recevrez ce pop-up dessus. Ce que je recommande de faire, c'est de fermer ceci. Je ne sais pas, fermer. Foutez-moi la paix maintenant. La raison à cela, c'est parce que ça utilise Google et ça va transférer. C'est en gros un import de données, mais de la pire façon possible. Je déteste sincèrement Google comme méthode de sauvegarde ou de restauration, c'est absolument abominable. Et cela vous permet simplement de transférer rapidement votre compte d'un téléphone à un autre. En gros, en faisant ce genre de vérification par numéro, ce truc-là. Et une fois que c'est fait, ça vous permet de déplacer les données. Mais donc, déplacer doit être mis entre guillemets, en fait, parce que ça ne déplace pas vraiment les données. Ce que ça fait, c'est que ça les récupère depuis le cloud, donc en général, Google vous matraque avec ça, pour que vous leur permettiez de voler toutes vos informations personnelles, comme vos contacts, messages, photos et ce genre de choses, sous prétexte qu'il sera stocké dans le cloud. Vous pouvez donc y accéder très facilement à tout moment et c'est une sauvegarde très pratique. Eh bien, cette belle sauvegarde est limitée à 15 gigaoctets. Après 15 gigaoctets, il s'en fiche complètement, c'est donc plutôt nul. Et ce faisant, ce processus est lui aussi limité par cette même absurdité. 15 gigaoctets. Super. Le pire, maintenant, c'est la candidature. Cela ne va pas transférer les applications de votre ancien téléphone qui serait celui-ci vers celui-ci. Ce que cela va faire, c'est indiquer à ce téléphone ce que l'autre téléphone a dit et répété. Application téléchargée depuis le Play Store. Je l'ai donc retéléchargée depuis le Play Store. Si une application provient d'une source extérieure au Play Store, de quelle application s'agit-il? Je n'ai rien vu.
Voilà donc en gros ce que vous allez voir. Et en plus, si une application n'est plus disponible sur le Play Store, comme par exemple Yuzu, elle ne sera pas transférée du tout car ce téléphone ne peut pas la télécharger depuis le Play Store. Elle n'existait plus là-bas. Donc, pour configurer et transférer les données, cette méthode est absolument importante et c'est une façon de faire. Cela vous permet simplement de configurer en utilisant un autre appareil. C'est une sauvegarde ou plutôt une restauration. Une autre va apparaître, identique à ce qu'on a vu ici. Et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Une bien meilleure façon de transférer les données de mon ancien appareil vers celui-ci, qui va fonctionner beaucoup mieux, plus rapidement, sans douleur et sans faire de discrimination selon l'origine des données. Quoi qu'il en soit, ensuite, nous avons inséré la carte SIM. Cette étape est complètement optionnelle. Vous pouvez insérer une carte physique par le bas ou deux, ou bien activer une eSIM, et simplement le faire via le code QR ou peu importe la méthode. Cependant, pour les SIM, il faudra être connecté au réseau. Donc, si vous sélectionnez ceci, vous voyez qu'il me demande de me connecter à mon réseau. Même si vous passez cette étape maintenant, il vous invite quand même à vous connecter au réseau. Mais encore une fois, c'est optionnel. Et la seule fois où vous aurez vraiment besoin de vous connecter au réseau, durant toute la configuration, c'est lorsque vous n'avez pas d'Internet et que vous souhaitez ajouter une eSIM. Je vais de toute façon passer cette étape. Ensuite, nous avons la configuration du verrouillage d'écran. Vous avez donc plusieurs façons de protéger votre appareil, ce que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser. Nous avons le verrouillage d'écran, c'est-à-dire code PIN, schéma ou mot de passe. Et ensuite, nous avons l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Pour les deux derniers, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, vous serez toujours obligé de choisir un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Ce sont essentiellement des données biométriques et les biométriques ne sont pas fiables à 100%. Et il arrive que votre appareil refuse de se déverrouiller pour une raison quelconque. Peut-être que vous avez une petite coupure sur le doigt ou une petite imperfection sur le visage et votre téléphone refuse de vous reconnaître. Utilisez alors votre code PIN, schéma ou mot de passe pour déverrouiller. Je sélectionne ici un schéma. Xiaomi rappelle simplement qu'il faut absolument retenir votre mot de passe. Wow, sans blague, l'eau ça mouille ici. Bref, nous allons dessiner notre schéma 2 fois, le confirmer, et c'est fait. Et vous pouvez en fait le vérifier simplement en faisant ceci. Et voici notre schéma. Expliquons ce truc agaçant, les logiciels espions de Google. On a la localisation, l'envoi de données et de diagnostics, puis l'installation d'applis. Voyons ça rapidement. Si vous ignorez votre vie privée ou autre, passez à la suite. Mais si ça vous intéresse, je vais tout vous expliquer en détail. Donc, nous avons utilisé la localisation maintenant, et quand vous désactivez ça, ça désactive aussi le scan. Mais dans tous les cas, il s'agit essentiellement d'utiliser la localisation. permet aux applications et services ayant l'autorisation de localisation d'utiliser la position de votre appareil avec précision en utilisant des informations et des signaux sans fil comme le Wi-Fi et le GPS. Donc, en désactivant cela, vous empêchez essentiellement les applications d'accéder à votre position. Et en général, vous ne devriez pas être localisé, n'est-ce pas? Même s'il est précisé que cela se fait spécifiquement via le Wi-Fi et le GPS, n'est-ce pas? mentionne aussi les antennes relais des réseaux cellulaires, mais je peux vous garantir que ce n'est pas exact. Voilà, vous ne serez peut-être pas localisé précisément, mais vous serez localisé. Donc c'est un point, et je vais développer un peu plus là-dessus plus tard. Mais bref, ensuite, nous avons l'option Autoriser la recherche, donc permettre aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés. Si ça marche en étant désactivé, est-ce vraiment désactivé? Donc oui, c'est super. Évidemment, en désactivant cela, on pourrait penser qu'on empêche essentiellement que cela se produise. Maintenant, en théorie, vous pourriez empêcher que cela se produise, mais cela ne vous montre qu'un seul aspect.
Cela permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité. Donc cela ne concerne que cet appareil qui recherche d'autres. Cela ne concerne pas les autres qui recherchent le vôtre, avec votre Wi-Fi et votre Bluetooth toujours activés, même lorsqu'ils sont désactivés. C'est génial. Donc oui, c'est une chose. Et cela viole aussi un peu cette option parce que celle-ci prétend en quelque sorte que cela empêcherait la localisation. Mais bon, si d'autres appareils peuvent vous trouver, alors ils peuvent vous localiser, non? Et aussi, le NFC est activé par défaut sur le téléphone. Donc NFC signifie communication en champ proche. Est-ce que cela ressemble à quelque chose que vous voudriez désactiver si vous tenez vraiment à votre vie privée? Bref, la dernière chose, c'est l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Donc, en gros, aider à améliorer l'expérience des appareils Android en blah, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. J'ai cette idée que, en désactivant ça, l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics, je m'en fiche complètement du type de données que c'est. Ce sont toutes des données utilisateurs. Là, c'est juste pour insinuer, c'est le genre typique de aider à améliorer Google. Envoyer des données à Google pour les aider à améliorer leur Android ou n'importe quelle autre cochonnerie, non. Comme si c'était à vous de les aider à améliorer quelque chose. Je pensais qu'on achetait quelque chose parce que ça fonctionne déjà et si vous voulez l'améliorer, eh bien faites-le par vous-même, par votre propre foutu mérite. N'essayez pas d'obtenir mes données pour pouvoir les monétiser et en tirer profit. Je vous ai déjà filé mon fric, tant que vous ne me payez pas pour ça, vous pouvez aller vous faire voir, alors désactivez cette merde. Et probablement que ça ne changera pas grand-chose concernant l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics, car ça continue d'être envoyé, juste pas forcément à Google. Mais comme je l'ai dit, ces options sont un peu, d'une certaine manière trompeuses, elles vous induisent en erreur. Donc, désactiver l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic ne veut pas vraiment dire que ces données ne seront plus envoyées du tout. Parce que, disons-le comme ça, l'appel d'urgence est disponible pour vous à tout moment, que vous soyez connecté au Wi-Fi ou que vous ayez une carte SIM, tant que votre appareil est connecté à une antenne relais. C'est simplement une fonctionnalité des téléphones en cas d'urgence afin que vous puissiez composer le numéro d'urgence quel que soit l'état du téléphone ou autre. Mais à cause de cela, votre téléphone sera automatiquement connecté à une antenne, ce qui, dans ce cas, va un peu à l'encontre de cette option. Et l'option d'envoi des données utilisateurs et de diagnostic va envoyer des informations sur l'email de votre téléphone. C'est comme ça que ça fonctionne. Votre téléphone est ainsi distingué des autres appareils, donc l'antenne relais le reconnaît. L'opérateur du 911 saura à peu près où vous êtes, même avec la localisation désactivée, car il connaît l'emplacement de l'antenne relais à laquelle votre téléphone est connecté. Cela contourne ainsi les paramètres de confidentialité que vous aviez pourtant strictement définis. Évidemment, vous vous connectez également à d'autres appareils qui vous surveillent et qui reçoivent donc eux aussi des informations, ce qui constitue une violation de cette règle. Super. Voilà tout ce que je peux dire. Il s'agit essentiellement de spéculation, principalement. Mais vous pouvez en vérifier une partie en composant simplement le 911 et en faisant en sorte que votre appel aboutisse. Et cela cesse d'être de la spéculation, vraiment. Et je peux vous dire que vos appels passeront, car j'ai moi-même contourné les restrictions sur les téléphones en composant un appel d'urgence et mon appel est passé, même si je suis dans un fichu sous-sol, sans Wi-Fi connecté sur l'appareil et sans carte SIM dans le téléphone. Donc oui, c'est évidemment quelque chose que j'ai déjà expérimenté moi-même et je sais que ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, dernière chose, l'installation des mises à jour et des applications. Il n'y a pas d'option. Le système vous l'indique simplement. En continuant, vous acceptez que votre appareil puisse télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications depuis Google. Eh bien, super, merci beaucoup de me dire que vous allez le faire vous-même parce que vous n'avez rien à dire. Vous avez effectivement quelque chose à dire et vous pouvez empêcher que cela ne se produise. Vous pouvez sélectionner, mais vous devrez accepter cela. Mais au final, vous pouvez simplement aller dans le système et tout simplement supprimer. Le programme qui est là et qui sera responsable de ces absurdités, dont je vais parler dans un instant, mais
Pour vous donner une idée et expliquer ce que c'est en gros la façon dont Google impose des choses que vous ne voudriez peut-être pas sur votre appareil. C'est aussi ainsi que Google applique les correctifs de sécurité, sans même que vous sachiez que votre appareil a été corrigé pour une quelconque vulnérabilité qui aurait pu être découverte. Et c'est complètement, je veux dire, vous recevez aussi l'information que, par exemple, les applications peuvent être mises à jour et vous pouvez supprimer les mises à jour, etc. Mais en réalité, ce sur quoi cela se concentre principalement, ou sur quoi je vais me concentrer, c'est le fait que il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez normalement pas de contrôle. Et cela concerne spécifiquement les services de mise à jour OTA. Ce que cela signifie, ce sont les mises à jour over the air. Maintenant, pour vous donner un exemple d'utilisation de ce type de service, récemment, il y a eu cette chose formidable pour les personnes qui ont acheté leur réfrigérateur Samsung à $3 000, le modèle intelligent avec un écran, pour qu'ils puissent, vous savez, avoir un joli réfrigérateur intelligent. Cela leur indique, au lieu de fermer la porte, qu'ils ont laissé la porte ouverte, n'est-ce pas? C'est ce côté amusant et c'est parce qu'il y avait un écran. Ils pouvaient, je ne sais pas, obtenir une liste de courses, vous savez, épingler des dessins dessus et tout ce genre de choses. Eh bien, Samsung a décidé d'imposer des publicités sur ce réfrigérateur et cette mise à jour publicitaire, comme c'est un changement, c'est donc une mise à jour. Elle est arrivée sans leur permission, même si leurs options de mise à jour du réfrigérateur étaient désactivées pour les services de mise à jour OTA, donc ils avaient peut-être désactivé les mises à jour. Donc, le réfrigérateur ne se mettait pas à jour vers une version plus récente ou quoi que ce soit de ce genre. Mais cette saloperie a quand même été installée dessus par des moyens détournés auxquels ils n'ont vraiment pas accès. Normalement, on désactive ça dans les paramètres ou quelque chose comme ça, mais là, vous ne trouverez même rien à désactiver pour ce genre de choses. Donc Google, évidemment, tout ça vient de Google, donc c'est de la merde qui tourne en arrière-plan sur Android. Et techniquement, vous pouvez vous en débarrasser si vous téléchargez une application qui vous permet de voir les tâches ou processus en cours d'exécution en arrière-plan. Et l'un d'eux sera les services de mise à jour OTA et vous pouvez carrément le supprimer, mais cela laissera aussi votre appareil vulnérable à de futures failles s'il y en a. Donc ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Mais honnêtement, j'en suis arrivé au point où en septembre, je vais carrément me débarrasser de ça. Même si mon téléphone principal est un Samsung qui reçoit 7 foutues années de mises à jour, et franchement, je m'en fiche complètement de cette mise à jour. Parce que j'aime avoir la liberté d'installer des applications d'où bon me semble. Et je voudrais vraiment garder ce contrôle. Mais Google veut en gros jouer les gentils et me dire, parce qu'il y a tellement de logiciels malveillants possibles, nous allons vous empêcher de faire ce que vous voulez. Nous allons vous protéger en vous supprimant la possibilité d'installer librement tout ce que vous voulez. Super. Dès lors, suivant cette logique, autant choisir Apple, au moins eux, ils respectent votre vie privée, contrairement à Google qui essaie de la vendre. Bref, passons à autre chose. Évidemment, je peux supprimer ce service de mise à jour OTA si vous le souhaitez. C'est d'ailleurs ce que je ferai le moment venu, car je ne veux vraiment pas de ça, mais c'est à vous de voir. Passons aux paramètres de base. Retrouvons la localisation des options typiques de Xiaomi et les mises à jour automatiques du système. Envoyer les données utilisateurs et de diagnostic. Code personnalisé. Je tiens à préciser que ça vient de Xiaomi et qu'ils ont cette façon vraiment dégueulasse de vous manipuler psychologiquement pour désactiver les publicités personnalisées. Oui, on va l'éteindre maintenant. Tu as bien confirmé un truc censé être en bleu, c'est ça? Xiaomi, corrigez ça maintenant. Quoi, toi? Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est tout simplement votre appareil qui vous espionne. Ainsi, ils peuvent vendre vos données, ce que vous recherchez, ce dont vous parlez, afin que vous receviez des publicités encore plus ciblées. Génial, j'adorerais ça. Ensuite, nous avons les programmes d'expérience utilisateur. Encore une fois, vous achetez un produit complet. Vous n'êtes pas là pour partager vos données afin que l'entreprise puisse améliorer leurs appareils. Vous l'avez déjà acheté. S'ils veulent l'améliorer pour les aider à vendre un nouvel appareil plus tard, c'est dans leur intérêt, pas dans le vôtre. Partagez vos données pour qu'ils puissent les monétiser, pour qu'ils puissent les améliorer.
Ensuite, nous avons l'autorisation de développement système. En fait, il y en a beaucoup plus. En réalité, pas tant que ça, il en reste 3, mais vous pouvez passer en revue ceux-ci et continuer. Nous avons le contrôle parental, évidemment. Si vous voulez l'activer, basculez-le et vous pouvez passer à l'étape suivante. Nous avons les polices, seulement 2 options à moins d'en télécharger d'autres plus tard, une fois la configuration terminée, donc elles diffèrent vraiment par la taille lanceur par défaut. Cela fait simplement référence à la façon dont vos applications sont organisées sur votre écran d'accueil. Vous pouvez soit choisir le mode classique, qui est classique pour un iPhone avec toutes vos applications sur l'écran d'accueil, soit choisir le tiroir supérieur, ce que je vais sélectionner ensuite. Navigation. Nous avons les gestes ou les boutons. Je vais rester sur les gestes. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas vraiment de réglage supplémentaire pour les gestes. Donc, si vous vouliez vous débarrasser de la barre de navigation, tant pis. Application récente, disposition, encore une fois, c'est à vous de voir comment vous la voulez. Je vais rester sur celle-ci et on a pratiquement terminé. Mais je me souviens encore de vous montrer cette application. Alors, attendons juste un instant. L'application que vous allez utiliser pour migrer vos données d'un ancien appareil vers celui-ci. Celle qui est bien supérieure à tout ce que Google pourra jamais offrir. Donc, cette application se trouve sur la 2e page dans Application Système, bien caché, juste ici. Il s'agit de Memover. Cette application sera celle que vous voudrez utiliser pour transférer vos données. Maintenant, si votre ancien appareil est un Xiaomi, vous avez déjà cette application sur ce téléphone également. Mais si vous avez un autre appareil, comme par exemple Samsung ici, Samsung a sa propre version de cette application qui vous ne l'utiliserez pas pour transférer des données d'ici à celui-ci. Ce que vous ferez à la place, c'est télécharger Memover sur votre ancien appareil Samsung. Puis vous l'ouvrirez pour connecter les 2 téléphones ensemble et sélectionner ce que vous souhaitez transférer de ce téléphone vers celui-ci. De cette façon, cela va créer un point d'accès entre ces 2 appareils, donc il va essentiellement utiliser la connexion réseau. Et vous pouvez littéralement transférer tout ce que vous voulez très rapidement aussi, donc je vous recommande vivement d'utiliser cette méthode, c'est bien mieux. Bref, cela étant dit, j'espère que cette longue configuration vous a été utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.